sur Radio Sud Besançon et toujours sur la 101.8 FM. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur radiosud.net. Mourad Guichard est avec nous aujourd'hui, très grand journaliste. Je vous rappelle, vous le public qui nous écoute et qui sont avec nous aujourd'hui ici à la place Pasteur, vous pouvez poser des questions à Mourad à tout moment. Des questions que vous voulez. Concernant les médias, la télé, la radio et ainsi de suite. Très bien. Et bon, alors je vais prendre la parole et je vais engueuler tout le monde. C'est bien beau d'avoir votre petit marabout et puis d'être entre vous. Mais là, il y a quelqu'un qui peut vous donner des réponses. Alors s'il vous plaît, approchez-vous du podium et venez poser des questions pour éviter que Mourad, moi, Sofiane et Félix, on cause entre nous. Donc, voilà. Mourad, le temps que tu te présentes, essaie d'être séduisant pour qu'on ait un rush soudain devant le podium. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, bonjour à l'équipe de Radio Sud de Besançon, merci de m'accueillir. Effectivement, je vais répondre aux questions qui sont les vôtres. Alors sur le décryptage média, donc je suis journaliste depuis à peu près 25-30 ans maintenant, pour la presse nationale beaucoup, un tout petit peu pour la presse locale, et puis pour maintenant le Média TV depuis 1 an et demi, avec une chronique qui s'appelle L'œil de Moumou et qui décrypte l'actualité et malheureusement la dérive des médias. Donc si vous avez des questions sur la fabrique de l'information ou de la désinformation, évidemment j'y répondrai avec plaisir. Je crois que tout à l'heure il y avait une question qui avait été ébauchée à laquelle je veux bien répondre. J'aimerais que juste que ça y est, il a pris le pouvoir, il pose des questions. J'aimerais que tu y reviennes s'il te plaît. C'est bon, je suis là avec toi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a la même information, mais la façon de traiter l'information ou de cibler le public, c'est différent. Donc ça change d'une chaîne à une autre. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment on appelle cette théorie déjà? C'est une théorie déjà. La sectorisation. Alors, moi ça me dérange pas. C'est-à-dire que quand il y a une conférence de presse, que ce soit par exemple, je sais pas, le point presse qui succède au Conseil des ministres, il y a des réponses qui sont faites par la porte-parole du gouvernement, que ce soit une conférence de presse d'un ministre ou que ce soit une conférence de presse du président de la République lui-même. Alors, ça m'est arrivé d'assister à peu près à tous ces formats-là. C'est normal, je pense, que Le Figaro et l'Humanité ne traitent pas la même information de la même manière, parce qu'ils s'adressent à leur lectorat. Ouais. Et quand on va chercher qu'on rentre dans un magasin, alors j'ai vu un magasin presse là, pas loin de l'hôtel de ville tout à l'heure, quand on rentre dans un magasin de presse et qu'on va acheter et qu'on va payer donc un journal, on sait à peu près où on met les pieds, où on met la main, et donc on sait que si on choisit l'UMA ou qu'on choisit Le Figaro, par exemple, on va prendre un sujet d'actualité deux sujets d'actualité qui sont à la fois Gaza et à la fois l'affaire Betaram, cette fameuse école de Pau où se sont pendant des décennies perpétrées des violences à la fois physiques, sexuelles et psychologiques. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit traité de manière différente. Simplement, il faut juste faire preuve d'un tout petit peu de rigueur dans le traitement de l'information. C'est-à-dire qu'il faut partir de la réalité de terrain, il faut enquêter, il faut chercher, fouiller, et après, on va donner un point de vue, mais qui doit être étayé. Et c'est pas toujours le cas. Et notamment, sur les chaînes que possèdent, par exemple, Bolloré ou Kretinsky, je pense à Europe 1, à CNews... Alors, Kretinsky, c'est cet homme d'affaires tchèque qui a remporté une fréquence Arcom et qui est proche des oligarques et de Macron, c'est ça? Absolument. C'est un avocat qui est milliardaire et dont on ne questionne que rarissimement l'objet de la fortune, les raisons de la fortune, et qui va embaucher Raphaël Enthoven, qui est un pourvoyeur de fake news, de mensonges, avec sa collègue Caroline Fourest, qui raconte tout et n'importe quoi, qui explique qu'il faut diviser par 10, par exemple, le nombre de victimes civiles à Gaza, sans aucune enquête, sans aucune vérification de quoi que ce soit. Et donc, je trouve ça extrêmement problématique. Mais pour revenir à ta question de départ, je pense que la vraie plaie aujourd'hui, à part l'engagement militant, voire partisan des chaînes du groupe Bolloré, des chroniqueurs du groupe Bolloré et chroniqueuses, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que j'ai assisté, moi, à une scène absolument extraordinaire, mais à plusieurs reprises, mais j'en prends une au hasard. Je crois que c'était Sarkozy à l'époque qui était président, où un petit groupe de journalistes, alors de France Télévisions, de France Info, de France Inter, de toute une série de médias qu'on appelle mainstream,
donc qui occupe une partie importante de la sphère et de l'espace médiatique français, vont se retrouver. Et moi, je suis à côté et j'écoute. Et ils vont dire, quelqu'un va dire, l'un des journalistes va dire, il faut qu'on pose la question sur, alors je ne sais plus ce que c'était exactement, mais sur le chômage, je crois, sur le fait de resserrer la vis du chômage. Eh bien, une autre journaliste va répondre et va dire, non, on ne lui pose pas cette question parce qu'il n'y répondra pas. Ça veut dire qu'ils anticipent eux-mêmes, donc c'est le principe de l'autocensure, ils anticipent eux-mêmes le fait que le président ne répondra pas, donc on ne doit pas lui poser de questions. Ce qui est l'antithèse parfaite du système médiatique anglo-saxon qui, lui, au contraire, accule les politiques, les pousse à répondre impérativement à leurs questions, quitte à la reposer 10 fois, 20 fois, ce qu'on a vu notamment au moment à la période dans laquelle nous sommes malheureusement encore, la période post-7 octobre, où un journaliste anglais, qui était pourtant au départ plutôt proche des thèses israéliennes, a poussé un porte-parole de l'armée israélienne et du gouvernement israélien à expliquer comment ils pouvaient dire qu'ils avaient tué 2422,7 terroristes du Hamas et qu'ils sont infoutus de justifier combien de civils ils ont tués. Et quand on leur avance un chiffre de 40, 50, 60 000 civils, ils expliquent très gentiment que c'est invérifiable et que ce sont des chiffres du Hamas, alors qu'eux avancent des chiffres complètement invérifiables par ailleurs et qui justifient évidemment les crimes de guerre et le génocide. Donc il y a un problème, je dirais, corporatiste, un problème de la profession qui n'arrive pas à se détacher, plutôt qui n'arrivent pas à adhérer à leur rôle présumé de contre-pouvoir, qui devrait normalement, un peu comme les députés, hein. Je vous rappelle que les députés à l'Assemblée nationale sont là pour vérifier, contrarier parfois l'action du gouvernement, au moins contrôler. Les journalistes devraient être là, a priori, pour vérifier, contrôler les dires et les positionnements des politiques, et ils ne le font pas pour des raisons qui leur appartiennent, qui sont des raisons d'autocensure, comme je vous l'ai dit, qui me semblent préjudiciables. Très bien, Mourad, merci. Mario, il y a encore une autre question. Je rappelle... Félix et le public est en colère. Ah oui? Non, mais vas-y. Je rappelle que les gens qui nous écoutent sur la 101.8 FM, vous pouvez nous envoyer vos questions sur la page Facebook. Oui. Alors, j'ai une question. On entend tout le temps la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, ça veut dire quoi, la ligne éditoriale? Comment définir ça? Ah, c'est une très bonne question. Alors, la ligne éditoriale, c'est en fait le choix qu'on va faire, le choix d'engagement. Par exemple, je ne sais pas si on prend CNews, c'est une ligne éditoriale qui est clairement ultra réactionnaire. C'est-à-dire de droite, voire de la droite extrême, voire d'extrême droite. Ils ont fait la promotion, notamment, d'Éric Zemmour pendant des années, pendant des années, au moins pendant des mois, voire des années, mais surtout au moment de la présidentielle. Et donc ça, c'est un choix éditorial, mais comme le disaient notamment les Sleeping Giants, qui est un groupe qui fait pression sur ces chaînes condamnées pour propos racistes notamment, pour que les annonceurs retirent leur publicité de ces chaînes de façon à les assécher financièrement. Sauf qu'en face, on a Bolloré qui, lui, en a strictement rien à faire, malheureusement, et qui va mettre de l'argent à fond perdu pour alimenter ces chaînes condamnées pour racisme et discrimination. Alors, est-ce que tu peux me reposer la question, du coup, parce que j'ai perdu le fil? Tu me disais... Oui, la ligne éditoriale, pardon. La ligne éditoriale, en fait, c'est, par exemple, on va dire simplement, l'humanité est de gauche, à une ligne éditoriale de gauche, Politis également. Inversement, ces chaînes-là, sans qu'ils l'assument parfaitement, ont une ligne éditoriale d'extrême droite qui n'est pas franchement assumée, et une ligne éditoriale raciste. Alors le problème, et je reviens aux Sleeping Giants, c'est pour ça que j'avais perdu le fil, les Sleeping Giants expliquent que on peut commettre des erreurs. J'en commets. Je les corrige d'une semaine sur l'autre, notamment dans la chronique sur le média. Je le fais de bonne grâce. Simplement, quand les erreurs se transforment en fake news, c'est-à-dire en mensonges volontaires,
je pense que là, c'est plus une ligne éditoriale, ça devient quelque chose de problématique et je pense qu'il faut condamner effectivement ces chaînes-là et elles le sont régulièrement et je trouve ça plutôt positif. Mais chacun, je termine là-dessus Mario, chacun a le droit à sa ligne éditoriale et c'est même souhaitable tant que ça ne verse pas dans la fake news. Alors Très bien. Félix a préparé plein de questions et il piaffe. Il va Pendant que pleurer la Félix foule est si je pose déchaînée. une autre question. je sais. Non, j'ai une vraie question, mais qui englobe plein de choses. Comment tu vois ce milieu politico-journaliste qui est assez similaire? Tu me parlais de Raphaël Enthoven, qui est partenaire d'Adèle Van Rief, présidente de Radio France. On en a connu d'autres, hein, des couples entre journalistes et politiques. Est-ce que déjà, ils sont vraiment issus de la même sphère? Est-ce qu'ils fréquentent les mêmes bistrots? Est-ce qu'ils sont dans les mêmes écoles? Et de deux, est-ce que ça pose un problème? Oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle en tout cas moi, l'entre-soi. C'est-à-dire que c'est un entre-soi journalistico, enfin médiatico-politique, qui fait que, et parisien, très souvent, Oui. qui fait que, par exemple, tendez l'oreille, quand ils vont dire les Français pensent que, ou les Français disent que, ils n'en savent rien. Et moi, je pose vraiment simplement une question. Alors, je pense que tu faisais notamment allusion à Léa Salamé. Exactement, Par si on exemple, peut retourner dans Voilà, Radio France, Salamé Glucksmann. qu'elle accompagne, mais pas que, ce n'est pas que la compagne. Non, bien sûr. Ce serait misogyne de dire ça, qu'elle accompagne de Raphaël Glucksmann. Ça pose quelques petits soucis quand même, à un moment donné, en termes d'éthique et de déontologie, mais je pose une seule question qui est simple, qui est précise, c'est à quand remonte, alors ce que j'appelle les élitocrates, c'est des gens qui discourent sur tout et n'importe quoi, qui ne connaissent absolument rien au sujet qu'ils vont aborder, les fameux toutologues, mais qui vont avoir un avis sur tout, et surtout un avis, comme dirait l'autre. Je pose une question simple, quand vous les regardez, quand vous les écoutez, et ça répond à une question. Alors je vous invite à écouter le podcast de l'émission L'Estaminet de ce jeudi matin. Ça passera en podcast, je crois, en début de semaine prochaine. Sur SoundCloud. Absolument. Je vous invite à l'écouter. On a abordé cette question, c'est à quand remonte leur dernier reportage, leur dernière enquête, leur dernière révélation. Voilà. On va prendre un exemple. C'est pas ad hominem, mais on va prendre un exemple. Laurent Geoffrin, qui s'exprime beaucoup sur les médias. À quand remonte sa dernière révélation, son dernier reportage, sa dernière enquête? À quel titre peut-il parler au nom des Français? Je pose simplement la question. Je fais un flashback rapide. Lors du Covid, combien des médecins de plateau avaient vu un malade depuis combien de temps? Est-ce qu'ils disposaient d'un truc pour faire les séquences et les génomes? Donc on a eu droit à des médecins de plateau, quoi. Oui, on a eu droit à Vargon, par exemple, Mathias Vargon, qui est d'ailleurs, c'est marrant parce que ça rejoint ta question, qui est le mari de l'ancienne ministre, Emmanuel Vargon, et qui va passer effectivement plus de temps sur les plateaux télé, à ergoter, à raconter tout et n'importe quoi, et même moi, pardon de le dire comme ça, mais même les journalistes qui essayons de faire un peu le taf, on regarde, on écoute, on observe et on se rend compte qu'on est perdu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, pendant le Covid, j'étais infoutu d'avoir un avis sur vaccination, pas vaccination, confinement, pas confinement, parce qu'ils disent tout et n'importe quoi, tout et son contraire surtout, et on est perdu. Mais il faut remplir le temps d'antenne, et donc on invite des gens qui sont pas forcément compétents, parce que c'est un domaine particulier, la vaccination. Tous les médecins ne sont pas spécialistes dans ce domaine-là. Et donc, oui, on a une espèce de... On est quelque part entre l'information et puis le divertissement. L'un des exemples étant Quelle époque, par exemple, sur France Télévisions, qui mélange les deux et qui fait qu'on ne sait plus si c'est de l'information, du remplissage ou du divertissement, et ça pose un vrai problème, et informationnel et démocratique. Alors, en pensant aux gens qui sont dans leur village antiraciste, les 10 associations qui sont présentes, on va prendre un mot tout simplement. Gaza. Pourquoi se fait-il que moi qui suis italien, je regarde la RAI, j'ai vu des images des gens qui souffrent tous les jours depuis le début, et qu'en France, c'est l'invisibilisation. Alors comment on s'y prend quand on est au pouvoir dans l'oligarchie médiatique? Comment on fait pour faire disparaître un sujet? Comment c'est possible? C'est un phénomène d'entraînement. Gaza est un... on a une spectatrice assez virulente. Alors, je ne sais pas si on l'entend au micro, mais ce serait bien qu'elle baisse un tout petit peu le son. Mais je pense qu'elle est un petit peu débranchée. C'est pas grave. On va pas appeler la police tout de suite. Non, bah non. On va l'appeler à la raison, tout simplement. Ce serait bien que quelqu'un aille la voir quand même pour lui demander gentiment de baisser un petit peu le niveau. Sur Gaza, parce qu'on parle quand même de sujets un petit peu importants. Il y en a un deuxième cette fois. Gaza, c'est un révélateur.
C'est un révélateur de ce qui couvait depuis longtemps dans le milieu médiatique mainstream, dont je rappelle, où on a assisté depuis le 7-8 octobre 2023, on a assisté à une fracture où des gens, des journalistes... alors, est-ce qu'on est encore sur la culpabilité de la Shoah ? Je ne sais pas. Je pense que oui, même si ça remonte quand même à quelques décennies. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Et puis, quelque chose de communautariste, ce que j'appelle aussi parfois communautaré, quand ça touche, par exemple, Rutel Krief ou Gilles Bornstein, qui prennent ouvertement fait et cause pour le gouvernement génocidaire israélien. Et ça me pose question, notamment par rapport à l'histoire justement de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est totalement incompréhensible. Je ne comprends pas qu'on puisse faire l'éloge de jeunes Français, par exemple, de jeunes franco-israéliens qui vont partir, comme on l'a vu sur BFM, qui vont partir participer à un génocide. Ça a été documenté après, mais n'empêche qu'ils partent participer à minima à l'époque, c'était en octobre-novembre 2023, qui partaient accompagner une armée d'occupation, une armée coloniale, un peu comme l'a été la France en Algérie, hein, pour parler d'un sujet qui est revenu sur le tapis. Eh ben, on va en faire des héros, alors qu'on va totalement invisibiliser les morts gazaouis, on va invisibiliser totalement les civils, on va pas donner leur nom, on va pas donner leur profil, alors qu'on sait absolument tout, et je vous invite à aller voir ce que je dis est documenté, on sait absolument tout des victimes, notamment des soldats israéliens, on sait leur nom, on connaît leur visage, on sait s'ils sont pères de famille, s'ils sont mariés, on sait absolument tout d'eux, on leur rend un hommage. Pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas qu'on rende un hommage, mais dans ce cas-là, on le fait pour les deux parties, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ça, j'avoue que fondamentalement, je ne me l'explique pas. Je dis bien fondamentalement. Oui. J'ai quelques idées, mais sur le fond, c'est très compliqué. Alors, j'ai envie de parler du réel et de tenter quelque chose. En fait, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on est prisonnier dans la ville de Besançon, qu'il y a des murs partout, qu'il n'y a pas de cave, et que tombent des bombes 24 heures sur 24 et qu'il ne faut pas se réfugier, on vous l'indique. Ben, imaginez-vous les monceaux de briques écroulées, de cadavres, de puanteurs. Donc ça, est-ce que c'est être antisémite, par exemple, que d'avoir le cœur révulsé ? Et je voudrais qu'on rende hommage, pour ne pas tomber dans le piège, à Zedek, on s'appelle, à tous les juifs de France, alors juifs, je sais pas, ils sont même pas pratiquants, enfin ils représentent tout un... et qui sont une majorité à avoir le ventre qui explose. Tu peux nous en parler ? Les Français, nos compatriotes de confession juive présumée, sont exactement comme les catholiques, de confession catholique présumée. C'est-à-dire qu'il y a des progressistes et des réactionnaires. Et donc, oui, heureusement, nos compatriotes, nos frères juifs de Tzedek, notamment, et du JFP, l'Union des Juifs Français pour la Paix, se sont regroupés et se font entendre pour dire que non, quand on est juif, on n'est pas forcément représenté par le CRIF, qui est un lobby extraordinaire. Le CRIF, donc le Conseil représentatif. Oui, la communauté juive qui n'existe pas. Alors, je voudrais balayer un fantasme. La communauté juive n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est les copains juifs eux-mêmes qui me le disent, et des copines juives, à savoir qu'il n'y a pas une entité ou une identité juive monolithique. Mais c'est pareil pour les musulmans, mais c'est pareil aussi pour les catholiques, ou même pour les athées. Il n'y a pas une forme comme ça, communautarée, qu'on pourrait stéréotyper, et qui renvoie au thème de cette rencontre, c'est-à-dire le racisme, les racismes. Ce serait une forme de racisme d'imaginer que les juifs pensent tous pareil, que les musulmans pensent tous pareil, et que les catholiques ou les athées pensent tous pareil. C'est une erreur. Vers Félix. J'ai une question qui sort un peu de tout ça avant peut-être de parler de choses concrètes, comment s'informer, par qui, tout ça. Est-ce que ça n'a pas remis, autant le 7 octobre que la guerre en Ukraine, le sujet international sur les plateaux télé qui, je trouve, à mon humble niveau, avait vraiment disparu quand j'ai commencé à m'intéresser aux médias dans les années 2010-2020. Oui, mais on pourrait s'en féliciter presque, si c'était pas dramatique, évidemment. Exactement. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression, quand on regarde de manière non documentée, c'est-à-dire de manière profane, pour employer un terme religieux, on a l'impression que l'histoire
du conflit israélo-palestinien a débuté le 7 octobre au soir. Oui, C'est complètement délirant. Exact. C'est quand même le fruit de 70 ans, plus de 70 ans, même plus. d'histoire moyen-orientale, et puis de de culpabilisation plutôt de l'Europe, qui a commis vous vous rendez compte, c'est l'Europe qui a commis le principal génocide de l'histoire humaine. Après l'esclavage, bien sûr, mais c'est du XXe siècle, on va dire. Et aujourd'hui, on en est à dire que ce sont les musulmans de banlieue qui sont antisémites. Je veux dire, c'est quand même magnifique, comme s'ils étaient responsables de la Shoah. Donc, non, à la fois, pour répondre à ta question, à la fois, oui, ça permet de reparler de ça, de mettre en perspective, sauf que sur les plateaux, 90%, et je crois que c'est mes confrères et mes consoeurs d'Arrêt sur Image qui avaient calculé ça, sur une période donnée, il y avait 22 heures pour parler d'Israël et des Israéliens, et quelques minutes, je crois que c'était 5 minutes, pour donner la parole aux Gazaouis. C'est complètement disproportionné, il y a vraiment un deux poids deux mesures que je non pas que je regrette, mais que je condamne, évidemment. Mario, un mot? Oui, je faisais des grands Non, gestes, je te voyais plus. Non, si tu veux dire un truc. Oui, Si vous avez vas-y, une question. vas-y. Non, récemment, il y a Off Investigation qui ont sorti un reportage sur tout ce qui est tout ce qu'on disait au niveau politique et médiatique, de la présidente de France Télé qui avait un peu été lancée par Hollande en soum-soum. Comment on explique qu'ils ont vraiment besoin des médias ils ont vraiment besoin d'avoir un contrôle comme ça des médias, des politiques? C'est pour eux un relais essentiel, les médias, notamment les médias de service public. Je vous rappelle la récente truc qui m'a complètement fait halluciner, c'est on peut aujourd'hui en France, en 2024, 25. Non, mais 24, ça s'est passé en 24. Mais 2025, on peut dire, ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'émission de Mario, on peut très bien dire que les musulmans, ils en ont rien à foutre de la République. D'ailleurs, ils y connaissent rien. Quoi. On peut sortir ça sur un plateau tranquillement. Donc, si vous voulez, alors on peut faire ça. Et inversement, on peut venir avec un pull. Alors, j'ai pas de pull parce qu'il fait très beau chez vous, mais j'avais un pull ce matin. On peut venir avec un pull, avec un bonnet Zara et se faire virer parce que on est assimilé, parce qu'on a une barbe, on est assimilé à un islamiste, donc à un terroriste quand même. Terroriste, je rappelle que ça veut quand même dire quelqu'un qui va potentiellement égorger des individus et couper les individus vivants en deux. C'est quand même extraordinaire. Et là, ce mec-là, c'est un humoriste, Merwan, humoriste. Il passe sur France Télévisions et quelques jours après, la ministre de la Culture, comme à la belle époque de Gaulle, va venir annoncer, à l'Assemblée nationale que ce garçon est dégagé. Je veux dire, quoi. C'est formidable quand même. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. C'est-à-dire laisser, je termine juste là-dessus, Jean-Michel Apathy, qui a des défauts, avait eu le courage de dire, oui, il est anormal aujourd'hui, c'est ce que je dis moi aussi, il est anormal aujourd'hui de pouvoir proférer des saloperies comme le fait Zemmour, qui a été multi-condamné, qui est un délinquant multirécidiviste, être maintenu à l'antenne, puisqu'on le voit régulièrement, et que Dieudonné, par ailleurs, dont on peut comprendre le fait qu'il ait été blacklisté par les médias, mais que Dieudonné, lui, ait subi un traitement radical, et que donc il y a un deux poids deux mesures entre un Zemmour et un Dieudonné. Si c'est pas une forme de racisme et de choix éditorial, pour répondre à la question de tout à l'heure, de choix éditorial précis, à savoir on favorise le racisme, on favorise la violence et on laisse effectivement, dès qu'on prononce quelque chose envers Israël, parce que c'était le cas pour Dieudonné, on est blacklisté. Et je termine là-dessus, ça vient alimenter l'idée malsaine, évidemment, que dès qu'on touche à Israël, dès qu'on touche à un soi-disant lobby sioniste, je pense à Elnet, je pense à la LICRA et d'autres, on est plombé, on est mort, et que donc ça vient alimenter l'idée
qu'il y aurait une espèce de pouvoir obscur comme ça, qui serait favorisé par rapport à des pauvres noirs, des pauvres arabes. Et je trouve ça extrêmement dangereux et je leur demande vraiment de cesser de jouer à ça parce que ça va finalement se retourner effectivement contre les juifs. Contre la communauté supposée juive et ça va favoriser l'antisémitisme. Il y a 2 autres événements, on va peut-être pas en parler tout de suite, mais il y a l'affaire aussi Guillaume Meurice qui est passé un petit peu inaperçu. Il y a aussi l'interview de Netanyahou sur SCI en heure où tout le monde écoute. C'est quand même dramatique. J'ai pas de questions là-dessus, simplement. C'est 2 sujets que j'ai traités évidemment largement dans ma chronique. Mais je vais repasser le micro. Ces bavards, voilà. parce qu'on a un invité d'exception. Alors, je vais finir là-dessus. Je vais l'appeler Mourad. Je vais finir là-dessus, Guichard. Je te remercie de la passion que tu nous confies. Là, je suis à côté de Carole Reynaud. Il y a Sofiane aussi qui saute. Faire un lapsus. Et donc, il n'y a rien ni plus ni moins qu'une grande chercheuse sur le sujet, mais qui a co-conçu l'exposition que vous allez filer voir après notre table ronde à l'Hôtel de Ville. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et après on reprendra avec... Oui, bien volontiers. C'est donc une exposition qui a été produite par le Musée de l'Homme à Paris en 2017. Une grande exposition sur le thème du racisme. Et l'idée, c'était de sortir un peu de la posture morale qui consiste toujours à dire le racisme, c'est pas bien, il faut pas... Évidemment, on est d'accord là-dessus. Mais l'idée, c'était de dire qu'est-ce que la science, aujourd'hui, dit du racisme. Et comme au Musée de l'Homme, donc il y a un département de génétique très important, eh bien l'idée c'était de donner la parole aux généticiens et de produire un discours très clair permettant de dire est-ce qu'on ne fait tous partie de la même espèce? Est-ce qu'il y a des races humaines? Alors non, il n'y a pas de race humaine, mais pourquoi y a-t-il des races animales et pas des races humaines? Enfin, il y a toujours beaucoup de questions qui se posent sur ces aspects scientifiques auxquels donc, le Musée de l'Homme voulait répondre très pédagogiquement, très clairement, mais aussi, surtout, très scientifiquement. Et puis, comme le racisme, c'est pas seulement une histoire de génétique et de généticiens, c'est aussi produit par la société dans laquelle on vit. Dans cette exposition, on a développé donc un autre aspect. Qu'est-ce que les sciences sociales peuvent nous dire aujourd'hui du racisme? Comment la sociologie, la psychologie sociale, l'anthropologie, l'histoire peuvent nous aider à réfléchir à ces problèmes, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter pour comprendre comment, à un moment donné, dans une société donnée, eh bien, le racisme se développe, quels sont les enjeux économiques, politiques, quels sont les partis politiques qui activent cette catégorisation. Voilà, c'est tout ça qu'on a voulu proposer donc, dans l'exposition et dans une BD aussi qui a été dessinée par un dessinateur d'origine algérienne qui était lui-même victime du racisme et qui ça lui pesait vraiment beaucoup. Donc il a voulu raconter ça, mêler son histoire personnelle et le propos scientifique de l'exposition. Voilà. Alors, dans 10 minutes, tu vas partir en courant, heureusement que c'est très proche. Je voulais te dire un truc, c'est que moi, si je peux me permettre de faire à la fois l'animateur et le mec qui cause, je suis impressionné par le fait qu'il n'y ait pas tant de monde que ça qui soit en face du podium. J'ai l'impression que la fonction de journaliste est tellement décriée que même nous, qui faisons le maximum, on effraie que les gens qu'on invite à poser des questions nous laissent parler. Alors peut-être que je vais retourner vers toi. Ces mots, ces concepts, tu es une chercheuse, ça paraît des mots qui ne sont pas les mots des gens de tous les jours. Et l'exposition, elle est faite justement pour vulgariser, pour que tout le monde puisse comprendre. Tu peux, avant de partir en courant, nous dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Donc, on a été 2 commissaires scientifiques, une généticienne, Evelyne Heyer, et moi qui suis historienne. Mais on s'est appuyé sur une 60aine de travaux, d'études, donc de sciences sociales, qui pour nous c'était dommage parce que tout ça, ce savoir, ces études restent confinées dans des revues de spécialistes. Et donc l'idée de l'exposition et de la bande dessinée, c'est justement de diffuser, de rendre accessible toutes ces analyses à un public jeune et moins jeune.
Très bien. Ben, écoute, on va te libérer parce qu'il est 16h18. On va être considérés comme des dangereux saboteurs si on t'empêche d'aller à l'inauguration qui a lieu à 16h30. Mario, Oui. ça va? Sofiane, ça va? Super. Oui, Moi, j'ai toi une dernière question à Mourad. Une dernière? Dernière. Je t'en prie. Mourad, vous savez que moi, j'ai travaillé en Algérie. J'ai travaillé dans la première chaîne algérienne. Donc, la question, c'est... pourquoi les chaînes les plus critiquées, c'est eux les premiers toujours et c'est eux qui ont la tendance? Pourquoi c'est eux les plus vus et c'est eux les plus critiqués? Donc c'est qui est responsable là? C'est le public? C'est le consommateur? Ou c'est les médias ou... Comme souvent, c'est le consommateur, puisque l'information est un produit particulier, parce qu'il influe après sur la vie citoyenne, la vie politique, mais c'est un produit, et donc ce sont évidemment les consommateurs. Sauf que les consommateurs, une partie des consommateurs, reçoivent ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que tout ce qui génère du stress, tout ce qui tourne autour de l'insécurité, sur le fait que c'était mieux avant, qu'aujourd'hui c'est l'enfer sur Terre, en France, qu'il y a une insécurité galopante et qu'il y a des liens à l'immigration, et que c'est démontré par des théories complètement fumeuses, ben ça séduit plus que des heures d'explication d'historiens ou d'historiennes qui vont raconter que tout ça est faux. Ça, il faut quand même être sacrément motivé pour aller essayer de comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile d'avoir des espèces de raccourcis, des mensonges. Je rappelle quand même qu'on est dans un pays où pour la 1, 2, 3, je crois 4e fois, un candidat du Front National arrive au second tour d'une élection présidentielle. C'était quand même pas prévisible il y a encore quelques temps. Donc je pense que c'est dans l'air du temps. Et puis il y a cette fameuse... fenêtre d'Overton médiatique, c'est-à-dire que ce qu'on entendait, ce qu'on entendait encore il y a quelque temps sur des chaînes Bololand, des chaînes d'extrême droite, de Bolloré, pardon. Aujourd'hui, on l'entend très clairement sur France Info, sur le service public, sur C'est à vous, sur France 5, donc, et ça pose un vrai problème parce que ça signifie que en gros, BFM TV court après CNews qui fait régulièrement des cartons d'audience. France Info maintenant, LCI court derrière BFM et France Info court derrière LCI qui court derrière BFM qui court derrière CNews. Et donc on a une dérive totale de l'information qui fait que ça se radicalise, ça se droitise à mort et que qui en sont les victimes? Actuellement, c'est clair, net et précis, ce sont les musulmans, ce sont les Palestiniens dans le conflit moyen-oriental et ce sont les woke, les islamo-gauchistes. C'est quoi les woke? Dis-moi, parce que les woke, c'est toi, les éco-terroristes. Les woke, c'est toi et moi. C'est-à-dire le wokisme, en fait, c'est quelque chose qui arrive des États-Unis, que eux-mêmes ont importé des États-Unis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui simplement, puisque nous sommes à une journée de lutte contre les racismes, c'est simplement la défense et la reconnaissance des minorités. C'est quand même pas quelque chose de dingue. Et bien ça, c'est considéré comme quelque chose de déviant par des Raphaël Enthoven, par des Caroline Fourest, par le Printemps républicain et consorts. Je vais vous faire, on est à Besançon ici, je vous fais une devinette. Il était contre l'esclavage, il était pour l'égalité de tout le monde, il était pour la justice, il s'appelait Victor Hugo et sans le savoir, il était woke. Exactement, il serait aujourd'hui mis au pilori et il serait condamné par ces gens qui se disent de gauche alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et il serait pointé du doigt par la majorité aujourd'hui de la classe politique française, gauche autoproclamée comprise, et c'est ça qui est terrible effectivement. Félix, tu aurais une question? Oui, bien sûr. Comment tu as vécu de ton côté, enfin plutôt vu, l'arrestation d'Ariane Lavrieux, de Disclose, qui s'est fait arrêter? Je ne sais pas si tu as suivi cette affaire, qui s'était fait arrêter par la DGSI, il me semble, concernant l'opération Sirli qu'ils avaient dévoilée. Elle a vécu un enfer dans les sous-sols telle une terroriste. Comment toi tu perçois les arrestations des journalistes de manière brutale? Alors évidemment j'ai suivi ça. Il n'y a pas que les journalistes, hein, puisque nous avons, je vous rappelle, un député
Raphaël Arnaud, en l'occurrence, on a un député élu à l'Assemblée nationale qui est fiché S. Et donc c'est une Il y a criminalisation. des syndicalistes aussi qui sont Absolument, fichés. oui, bien sûr. Donc on criminalise a priori, alors que personne. Peu de gens connaissent le statut de fiché S, en fait, qui est complètement arbitraire. Mais on a un gouvernement, enfin un pouvoir, qui se permet de ficher ses opposants, qui se permet de les placer en garde à vue, de les accuser notamment d'apologie du terrorisme, alors qu'il y a un dessin que j'aime bien, où il y a un policier qui met une lampe sur la tête de Rima Hassan, la députée européenne LFI, et qui lui dit, alors comme ça on fait l'apologie du droit international. Mais c'est ça, quoi. Je veux dire, on peut faire n'importe quoi et être demain être accusé d'intelligence avec l'ennemi. Enfin, vous voyez, il faut quand même mesurer. Il y a eu cette histoire de l'affiche maladroite évidemment, de LFI visant Cyril Hanouna, Ouais. ce porte-flingue de la droite extrême et d'extrême droite, ce raciste, ce multicondamné, ce Tony Montana du PAF. On oublie que des gens de Renaissance, je ne sais même plus comment ils s'appellent maintenant et je m'en fous, d'En Marche, allez, des Macronards, qui ont réintroduit dans le débat politique français l'expression anti-France. L'expression anti-France, historiquement, enfin je veux dire, le pic... C'est Gottlieb. Pardon ? Dans les dessins de Gottlieb Ah oui. en pilote. Mais le pic, alors je dis pas que c'est historiquement de là que ça vient, je dis que le pic historique, évidemment, c'est au moment de l'affaire Dreyfus, et c'est ensuite, juste avant la Seconde Guerre mondiale, pour qualifier les Juifs en disant qu'ils sont anti-France, et que donc ce sont la cinquième colonne, l'ennemi de l'intérieur, et ainsi de suite. On sait à quoi ça a mené. Et là, on qualifie aujourd'hui des parlementaires, on qualifie des musulmans. Alors les musulmans, on n'en a rien à foutre des musulmans. En fait, les musulmans, quand ils disent musulmans, ils veulent dire arabes. Ils disent musulmans d'apparence. Ce pourquoi, d'ailleurs, Pascal Boniface de l'IRIS avait été fustigé. Il avait dit musulmans d'apparence à propos du maire de Saint-Ouen. Bah oui, on est tous musulmans d'apparence. Enfin, tous, je veux dire, je parle de moi, mais on est tous musulmans d'apparence. Et donc, en fait, quand on est anti-musulman, on n'est pas islamophobe réellement aujourd'hui. On est anti-arabe et donc on est clairement raciste. Alors, une sorte de purge invisible. Pascal Boniface, qui était la référence de l'IRIS, qui est invité dans tous les services publics, dans tous les colloques, viré. Ronnie Broman, SS Racisme, qui est alors de culture, d'environnement juif, je ne sais pas s'il croit ou croit pas, lui fustigé. Bref, quelque part, Enthoven, Glucksmann, toute la bande, est-ce que ça creuse pas l'antisémitisme? Est-ce que les gens se disent, mais si jamais ils sont tous alliés avec le génocide, tous les juifs, ce qui est une erreur fondamentale, le sont. C'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Est-ce on va répondre à cette question dans un instant. Sofiane est avec nous. Oui, je suis là. Mario, je pense qu'on va faire le tour des associations qui sont présentes avec nous là. Et sors-les avant qu'ils partent. Sors-les de leur indifférence. Je commence, Mais, par ma droite là. Bonjour. Est-ce que vous les entendez? Bonjour. Bonjour. Alors, on est en direct sur Radio Sud Besançon. Je veux juste une petite présentation. Bonjour, je suis venu pour le MRAP, donc Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est une association nationale avec des comités. Il y a un comité byzantin à Besançon depuis 1979. Et qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est venu donc l'après-midi dans le cadre de ce collectif où on présente Alors, on avait déposé des petites publications qu'on édite au niveau national. On essaie de faire ça, d'en sortir 2-3 par an, et qui s'adressent aux jeunes de 10-12 ans. Voilà, où on donne des thèmes sur le racisme. Très bien. Madame, vous voulez nous donner un petit mot ? Nous, c'est la Ligue des droits de l'homme et on est venu participer à cette journée. Oui. Et vous avez présenté quoi cet après-midi ? On a présenté les documents qui peuvent intéresser les gens autour de ces questions de racisme. Et les gens, ils se sont intéressés ? Comment vous avez... Il y a eu beaucoup de monde, mais oui, les gens quand même regardaient et puis sont intéressés et ont pris certains documents. Oui, oui. Très bien, super. On continue notre balade. On va faire le tour des stands. Là, je crois qu'il y a Unicité là à côté de moi qui va... voilà, Unicité. Allez-y. Et vous montez. Il monte sur scène, Unicité, avec Sofiane Adila. Je te demande de te présenter déjà. Et puis après... Alors,
Je m'appelle Rim, je suis volontaire en service civique unicité. Je suis syrienne. En fait, la question que je veux te poser, c'est quel rôle jouent les propriétaires des grands médias dans la façon dont le racisme est couvert? Mourad, une question importante. Merci beaucoup pour cette question. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que je vais compléter. Il y a pas. J'ai travaillé pour des médias possédés par des milliardaires pendant 15 ans. Jamais j'ai eu un coup de fil ou je ne sais quoi d'un des propriétaires de ces journaux qui disent ne faites pas cet article, ou alors vous changez l'angle, ou alors vous changez le sujet, ou alors vous le caviardez, vous le virez. Jamais. Et c'est souvent les questions d'autocensure, à savoir que soit les gens disent, les journalistes disent, ça n'intéressera pas notre lecteur, nos lecteurs, si, ou alors ils vont amoindrir un sujet. Par exemple, tout à l'heure je parlais de la distorsion entre le traitement Gaza-Israël, avec 22 heures sur une période donnée pour Israël et à la faveur d'Israël, et puis 5 minutes pour les Gazaouis, en laissant la parole à des vrais Gazaouis. Ça pose un problème, mais c'est un problème beaucoup plus large, parce que très souvent, si vous regardez, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous regardez ces chaînes-là, vous avez des sujets sur les femmes, par exemple, qui sont traités que par des hommes. Vous avez 5 barbus sur un plateau, Pascal Praud compris, qui vont disserter sur les femmes, ou alors on va parler des immigrés ou des migrants, sans qu'il y ait la parole laissée à une personne concernée par ces questions-là. Donc c'est ce que vous dites est intéressant, parce que c'est même beaucoup plus large que ça. Le fait qu'on laisse la parole, alors ça pose la question du rôle de l'Arcom. L'organisme de régulation des médias, théoriquement, sachant que aujourd'hui, l'obtention de la carte de presse, que je vais vous montrer ici, qui est pourtant siglée bleu, blanc, rouge, ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est pas une carte de police, mais cette carte de presse n'est soumise à absolument aucune condition déontologique. C'est-à-dire que vous pouvez être même condamné pour racisme, condamné pour mensonge avéré, condamné pour diffamation. L'année suivante, si, sans rentrer dans le détail, plus de la moitié de vos revenus proviennent d'un organe de presse, mais ça peut être CNews, ça peut être I24 News, la chaîne communautariste israélienne proche du Likoud, financée par Drahi, eh ben vous pouvez sortir les pires horreurs, appeler à appuyer sur le bouton de la bombe atomique pour éradiquer les Gazaouis et les Palestiniens en général. Vous ne serez pas... Il y a pas en France une espèce de conseil de l'ordre, une espèce de truc de régulation qui va sanctionner le journaliste. Seule la chaîne peut le faire, ou le média. C'est ce qui est arrivé à Jean-Michel Apathy, qui a eu le malheur... Jean-Michel Apathy a eu le malheur de dire qu'en Algérie, on avait gazé des civils pendant des années, ce qui est exactement le cas, c'est avéré par les historiens, c'est documenté. Eh bien, il a été viré d'RTL. Donc, on sanctionne d'un côté, mais pas forcément de l'autre. Et c'est ce que j'appelle, c'est ce que je souligne dans à chaque fois le 2 poids 2 mesures. Suivant que vous vous en preniez aux étrangers présumés, aux musulmans évidemment d'apparence, ou que vous vous en preniez aux exactions de l'armée israélienne, alors que la Cour pénale internationale l'a reconnu ces crimes de guerre, vous ne serez pas traité de la même manière. Et on peut se faire dégager très facilement, et je termine là-dessus, on peut se faire dégager très facilement d'une rédaction ou ne plus être invité, je pense à Pascal Boniface ou à d'autres, parce qu'on a osé prendre position contre le génocide palestinien et que ce n'est pas dans l'air du temps, dans les médias français. Et très honnêtement, je le redis, je ne me l'explique pas de manière documentée. Et comme j'aime bien dire, je ne sais pas comment ça puisse se faire à ce point-là, que dans les médias dominants français, il y ait cette position pro-génocidaire et pro-armée criminelle de guerre qu'est l'armée israélienne. Alors, question de fond, il y a le tribunal pénal international, la Cour internationale de justice. On dirait que cette cour qui est nécessaire, puisque dans les après-guerres, ça a permis de contrôler les guerres et de mettre un minimum de régulation dans les rapports internationaux. Là, on a ce qui s'appelle le Sud profond, donc tout ce qui n'est pas anglo-saxon, américain et européen, à l'exception de la Norvège, de l'Espagne, qui donc nie tout, qui veut pas être... plusieurs en Italie, je sais pas, on dit que si un criminel international passait, même les Français
on ne l'arrêterait pas, alors que c'est un traité qui est signé. Et on dirait que c'est que pour les pauvres, quoi, que c'est que pour le tiers-monde, la justice internationale. Bah, évidemment que c'est que pour le tiers-monde. Tiers-monde, quelle horreur d'ailleurs. Oui, mais les pays en voie de développement, on les appelle comme on veut, mais on voit très bien de qui on parle. J'ai interviewé pour mes amis de Parole d'Honneur, la chaîne Parole d'Honneur que je vous invite à aller voir, et pour le média récemment Claire Billet, enfin cette semaine, Claire Billet qui a fait le fameux documentaire. C'est venu, alors c'est incroyable, ça arrive une fois dans la décennie, qui a fait un documentaire pendant 4 ans sur le gazage des civils en Algérie, et ça arrive pile au moment où Jean-Michel Apathy sort cette fameuse comparaison avec Oradour-sur-Glane, qui est vérifiée pour le coup. Eh bien, d'abord ça a été déprogrammé, hein. Son documentaire a été déprogrammé de France Télévisions, ce qui est juste tout à fait incroyable. Mais tu sais, je vais défendre le bout de gras de notre radio. On a fait l'exclu, non pas de la documentariste, mais de son ami qui a fait les recherches du départ. Christophe. Et effectivement, je peux vous donner un scoop, c'est qu'on a reçu un remerciement d'Apathy pour lui avoir envoyé le discours. Donc je te redonne la parole. Entretien complet à retrouver sur le SoundCloud de Radio Sud, entretien donc avec Christophe Lafaille. Et il y a encore des questions de unicité. Ah bah, allez-y, parce que sinon on va être tenu par le temps, je ne voudrais pas qu'il y ait une frustration. Maïs, Unicité. Bonjour. Bonjour. Du coup, ma question c'est, est-ce que dans le journalisme, il y a des pressions pour modifier des choses par rapport du coup, au racisme, aux discriminations, pour bien se faire voir, entre guillemets? Des pressions, oui. Alors, il y en a, évidemment. Alors, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'autocensure, hein, qui est quand même le principal mal, ou l'un des principaux mots, l'autocensure des journalistes. Mais effectivement, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, mais je pense que vous l'avez vu. Si vous tapez Pro, PRAUD, Pascal Pro, donc palestinien plateau, ou je ne sais pas quoi, vous allez tomber sur la fameuse vidéo où il engueule l'un de ses chroniqueurs en disant arrête de prendre fait et cause pour les Palestiniens, ce qui est quand même extraordinaire. Donc oui, il y a des pressions. Parce que les chroniqueurs d'Hanouna, par exemple, vous voyez, moi je me suis toujours posé la question, alors je vous rassure, je regarde pas Hanouna tous les jours, mais je me suis toujours posé la question, notamment par rapport à Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, qui est le chroniqueur caution de gauche, vous voyez, chez Hanouna, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui a presque, je crois, on a le même coiffeur, lui et moi, et le même marchand de lunettes. Thomas accepte absolument de venir sur mon plateau, puisque je reçois régulièrement des invités. Il accepte de venir sur mon plateau pour expliquer pourquoi il accepte de subir autant de violence, autant d'humiliation, au-delà du salaire qu'il perçoit, hein, bien sûr. Mais il accepte le jeudi. Il répond sur Twitter. Il me répond OK, je viens. Il n'y a pas de problème, merci, machin. Et puis lundi, donc j'enregistre le mardi, lundi soir, il m'envoie un message, ou mardi matin, il m'envoie un message pour me dire désolé Morad, je ne peux pas, finalement j'ai réfléchi, je ne viendrai pas. Waouh, quoi. Je veux bien qu'on me prenne pour un con, mais enfin, oui, peut-être qu'il y a écrit abruti là, mais ça clignote pas encore. Qu'est-ce qui s'est Évidemment passé ? qu'on lui a demandé de ne pas venir, parce que sinon il serait obligé de... Voilà, j'aurais été contraint de lui poser des questions un peu dérangeantes sur la maltraitance qu'il subit sur le plateau de cette chaîne. Donc oui, il y a des pressions, oui, il y a des interdictions. Et aujourd'hui, le problème avec Bolloré, et je termine là-dessus, mon cher Mario, avant que tu m'enguirlandes, le problème avec Bolloré, c'est qu'on anticipe tout ça. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des pressions, c'est un tutoiement amical, et respectueux. Avant, il y avait des pressions sur des journalistes lambda. Aujourd'hui, et je rejoins ce que disait ta camarade, à savoir qu'aujourd'hui, on recrute, notamment Europe 1 et CNews, on recrute les gens, justement, qui sont déjà formatés. Ce sont déjà des fachos. Ce sont déjà des gens qui sont hors sol, qui sont racistes, qui sont ségrégationnistes, qui sont là, ils sont payés pour fracturer encore un peu plus chaque jour la société française, entre notamment les Français de confession musulmane présumés et les Français dits de souche. Alors là, ils ont sorti un concept à la con, encore pire que ça, qui sont les Français avec racines, truc au carré là. Racines, ouais. C'est-à-dire qu'ils disent que les... cité 4. Alors moi, par exemple, je suis 2. Je suis italien, donc je suis 2. Comment ça, 2 ? Mais toi, t'es quoi ? T'es 4 quarts ? Attends, faut expliquer. Que le fait qu'un Français aujourd'hui qui a ses 4 grands-parents
français d'origine, ça va disparaître en 2050. Sous-entendu, grand remplacement, sous-entendu, on est en train de se faire voler nos racines. Enfin, voilà. Donc on en est là. Et ça, c'est programmé, c'est expliqué. Bolloré le fait de manière consciente, sciemment. Et là, je viens de voir, et je termine là-dessus, je termine là-dessus sur cette question. Je viens de voir que... je termine là-dessus. Non, mais c'est vrai. Que Michel Onfray vient de reconnaître à l'antenne, donc Michel Onfray, le philosophe de plateau télé devenu raciste au dernier degré, il vient d'avouer qu'il a été invité par Bolloré pour faire son émission absolument dégueulasse, ce qui donc vient contrarier ce que Bolloré avait dit en commission parlementaire, en audition face aux parlementaires, où il avait juré sous serment. Ça veut dire qu'il peut être poursuivi. Il avait promis qu'il ne s'ingérait pas, il ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de ces chaînes, alors qu'il a demandé clairement à quelqu'un reconnu pour ses propos racistes, ses propos négationnistes, voire révisionnistes, ou plutôt révisionniste voire négationniste concernant la Palestine, eh bien c'est lui qui lui a demandé de venir et que donc il a menti sous serment. Affaire à suivre. C'est pas. Il est 16h36. Excuse-moi Sofiane, excuse-moi Félix. Non, vas-y. On va vers la fin. Il nous reste encore un quart d'heure. Alors profitez-en pour poser des questions. Moi, on a discuté ce matin. Il y a Bol-Hollande, la presse néo-facho. Non, mais je vais leur donner. T'inquiète pas, j'ai vu. Je reçois des ordres et des injonctions. C'est censure à Radio Sud. C'est pas une menace. Donc, il y a Bol-Hollande, donc cette espèce de galaxie, et je fais vite pour laisser les paroles à Ulicité. Il y a le service public, c'est qu'a l'air, la 2 et tout, qu'a l'air d'être plus doux, plus sympa, et laissons la galaxie du média, des médias indépendants. On s'aperçoit que le pouvoir est pris par France Télévisions, que tous les gens proches du pouvoir le plus coercitif et facho sont en train de prendre le pouvoir sur le service public. C'est une rumeur ou c'est vrai? Ensuite, on passera à la question de... Non, il y a une règle. Alors, j'invite vraiment, comme on est dans les dernières minutes, j'invite... les personnes qui se trouvent en face de moi à ne pas hésiter à vous avancer. Si vous avez une question à poser, c'est maintenant. Ce serait vraiment intéressant et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Oui, il y a une expression qui dit on n'insulte pas l'avenir. Et comme l'avenir est sombre, j'espère que ce sera contrarié évidemment par les urnes notamment, mais j'y crois pas trop puisque en faisant barrage au Front National, qui s'appelle maintenant Rassemblement National, mais je m'en fous, ça reste le Front National fondé par des Waffen-SS. On a eu qui? On a eu Retailleau, on a eu Darmanin, on a eu des gens qui font presque pire que le Rassemblement National, qui n'a même plus besoin, vous noterez, que le Rassemblement National, enfin Le Pen et Bardella n'ont presque plus besoin de s'exprimer tellement la Macronie fait le job de manière des postes militante. importants en plus. Oui, ce sont des postes régaliens. C'est-à-dire que ce sont les principaux ministères. L'Intérieur, la Justice, c'est... voilà. Et donc voilà. Je trouve que... oui, on n'insulte pas l'avenir et que donc, je pense qu'inconsciemment, un certain nombre de journalistes font le job en se disant que ces idées sont majoritaires. Je me rappelle que c'était Christophe Barbier, je crois. Oui, c'était Christophe Barbier, avec des charpes rouges, qui avait dit, au cours d'une conférence de rédaction, alors c'était l'Express, avait dit notre lectorat se droitise, il faut que nous aussi, je réponds à ta question sur la ligne éditoriale, il faut que nous aussi on se droitise. Donc c'est-à-dire que normalement les journalistes sont des lanceurs d'alerte, sont des gens qui non pas créent l'opinion, mais au moins interrogent la société sur ce qu'elle est. Et ben non, eux ils disent bon, ça s'extrême droitise, ça se radicalise, et ben nous on va aller dans ce sens-là. Et donc je suis excessivement pessimiste sur l'avenir, et je me questionne, je m'interroge sur cette société française qui part à la dérive. Et l'un des exemples, c'est ça n'a pas de rapport direct, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. C'est Sarkozy qui, une fois condamné, va aller, ancien président de la République, donc quand même, va aller porter l'affaire et faire appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et quand il va auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, l'ancien président de la République attaque qui? La France.
C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un président de la République qui va attaquer son propre pays parce qu'il estime que c'est injuste qu'il ait été condamné pour des choses complètement avérées, notamment sur l'affaire Bismuth et puis bientôt sur l'affaire du financement libyen. Je trouve ça extraordinaire. Donc on est dans un espèce de truc qui m'échappe complètement et dont je ne vois pas le bout. Je suis désolé de vous remonter le moral à ce point-là, mais je suis extrêmement pessimiste. Ressaisissons-nous, organisons-nous. C'est dur à dire, ressaisissons. C'est Mourad Guichard, spécialiste du décryptage média. Vous pouvez le lire dans plusieurs titres, je crois Canard enchaîné, l'humain, politique. Mais surtout, débrouillez-vous pour mettre votre doigt, votre pouce sur votre ordi. Parce que sur YouTube, il y a une chaîne, quelque chose c'est totalement nouveau et différent, qui s'appelle le Média TV. Je crois qu'il y a le Média TV 2, 24/7. Et on peut l'avoir sur, si vous avez une Freebox, vous l'avez sur le canal 165. Alors, on va laisser la dernière question aux représentants de Unicité, et puis on conclura en vous saluant, mais la dernière question sera pour vous. Allez-y. Pourquoi est-ce que certains événements en Palestine reçoivent-ils moins d'attention médiatique que d'autres conflits internationaux? Alors, non. Alors, c'est pas ça. Pardon. On peut pas dire qu'on n'en parle pas. Simplement, il y a un parti pris. Il y a un parti pris extraordinaire. Et justement, les contradicteurs qui sont pro-Netanyahou, qui sont pro-Likoud, qui soutiennent les crimes de guerre. Je rappelle quand même que l'ancien Premier ministre, accompagné de cadres de Renaissance, d'En Marche, sont actuellement en Israël, sont reçus, se prennent en photo dans un pays qui est poursuivi pour crimes de guerre. Crime contre l'humanité, c'est absolument exceptionnel. Donc il y a un parti pris, effectivement. Dire qu'on n'en parle pas, ce ne serait pas juste, parce qu'on en parle, mais on en parle mal. On en parle d'une manière biaisée, me semble-t-il. Et d'ailleurs, je ne sais pas si... Je pense que vous avez peut-être vu, lu, entendu ça. Quand on prend position de manière humanitaire, humaniste, parce que nous sommes des humains, pour les victimes civiles de Gaza, les victimes civiles palestiniennes, on nous rétorque régulièrement: mais pourquoi vous vous intéressez pas au Yémen, au Soudan, où il y a X milliers de morts et compagnie? Mais en fait, c'est complètement dégueulasse. Ça veut dire que dès que vous touchez quelque... Par exemple, je sais pas, si quelqu'un, toute proportion gardée, quelqu'un va se battre sur la condition animale, par exemple, ce qui arrive, des gens qui sont les véganes et compagnie, dans ce cas-là, on peut leur dire: mais pourquoi vous vous occupez pas des autres causes? Ça veut dire que si on embrasse une cause, on devrait embrasser toutes les causes en même temps. Mais c'est impossible. Évidemment, on est chacun avec sa sensibilité. Et quand on est dans un pays, qu'on est français ou qu'on habite en France et qu'on est dans un pays où on paye des impôts, de la TVA, et que cet argent va servir à financer et à armer une armée génocidaire, on est en droit, effectivement, de protester. Et donc, je vous invite vraiment à faire attention, et je terminerai là-dessus, à faire attention sur le fait que ce n'est pas une guerre de religion. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Que ce sont les musulmans, alors les musulmans, ils n'en ont rien à foutre des musulmans, ce sont les islamistes, donc les terroristes qui attaquent des juifs. Pas du tout. Et les victimes, malheureusement, du 7 octobre ne sont pas des victimes parce qu'elles sont juives. Elles ont été attaquées parce qu'elles font partie à leur corps défendant, évidemment. Et c'est Michel Sibony, de l'Union des Juifs français pour la paix, qui le dit très justement. Elles ont été attaquées, ces 1200 victimes, parce que, à leur corps défendant, faisant partie d'une communauté, j'aime pas ce mot-là, mais on va prendre un terme général, d'une communauté d'occupation colonialiste, malheureusement. Et donc, si, évidemment, il n'y avait pas de colonie, il n'y aurait pas le Hamas. Et s'il n'y avait pas d'occupation illégale des territoires, notamment en Cisjordanie, il n'y aurait pas le Hamas. Et le Hamas qui a été, je vous rappelle, financé par Netanyahou, qui était content d'avoir le Hamas pour ne pas, justement, avoir l'autorité palestinienne en face de lui, et donc qui a favorisé ça. Donc de là à dire que Netanyahou est responsable et co-responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, moi je ne franchis pas, évidemment, et comme beaucoup d'autres observateurs. Mais oui, c'est un vrai problème. Donc attention à l'instrumentalisation de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça ne doit pas servir à faire tout et n'importe quoi, et surtout à traiter ça comme si tout avait commencé en Israël le 7 octobre, alors que c'est une affaire coloniale qui dure depuis au moins 70 ans. Et donc, d'où l'intérêt de votre question, mais vraiment faire attention à ça. Tu veux relancer ? Tu as une question qui t'est venue en tête? Non, c'était tout.
Mince, Merci alors, comment beaucoup, je vais en tout faire cas. maintenant? Non, Merci infiniment. Alors, je voudrais qu'on conclue. Merci. on approche petit à petit de la fin, malheureusement. Oui, parce Ça que y est. j'aimerais bien aller voir l'exposition quand même. Il est 16h47. Alors, un dernier truc. Il y a un faux ami. Il y a les francs-tireurs, le printemps républicain. Mais il y a non, des mecs, non, non, Mario, attends, laisse-moi faire. Il y a Mario. des mecs qui ressemblent à la gauche, qui font qu'on comprend rien. Qui c'est ces types? Ah, si tu veux en parler. C'est le printemps républicain, qu'on appelle aussi printemps républicain, qu'on appelle hiver républicain, enfin on peut l'appeler comme on veut. C'est Raphaël Enthoven, philosophe de plateau télé qui se fait payer entre 3 et 5 000 balles pour intervenir dans les entreprises grâce à sa notoriété, qui intervient partout pour dire tout et n'importe quoi, donc qui est un vrai tautologue. Et puis Caroline Fourest, la céréale menteuse, qui sort des bobards à plus savoir qu'en faire, et qui a été débunkée plusieurs fois. Ils ont un journal qui s'appelle Franc-Tireur, qui est payé par un milliardaire des pays de l'Est, dont on ne connaît pas, comme je vous disais tout à l'heure, la fortune, on ne connaît pas l'origine de la fortune, mais ils s'en foutent, ils vont avoir leur télévision. Et donc ils ont un journal qui s'appelle Franc-Tireur, qu'on appelle aussi Franc-Cireur, qui ne sort absolument aucune espèce d'enquête, aucun reportage et aucune révélation, qui ne font que du commentaire de commentaires, qui ont pour principale cible la gauche, et qui ont sorti il y a quelques temps, j'avais fait un sujet là-dessus. Ils ont fait un sujet à propos de Tzedek. Donc Tzedek, c'est l'association de Français de confession juive anticoloniaux. Donc ils sont anti-sionistes, des juifs anti-sionistes. C'est clair, net et précis. Ce serait marrant qu'on les poursuive pour antisémitisme. Eh ben, ils ont fait un titre qui disait à propos de Tzedek, juif, virgule, mais pas trop. C'est-à-dire que ces gens sont ouvertement antisémites puisqu'ils trient les juifs en fonction de leur positionnement politique. Il y a d'un côté les bons juifs, de l'autre côté les mauvais juifs, et je vous renvoie évidemment vers le sketch des inconnus avec les bons et les mauvais chasseurs. C'est un cas d'école extraordinaire, les bons et les mauvais juifs, signé Raphaël Enthoven et Caroline Eh Fourest. ben, je vois que c'est une chute merveilleuse. Mourad, merci pour tout le temps que tu nous as consacré. C'est moi qui vous remercie. Merci Et beaucoup. Félix va fermer le banc. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Bon, bah, en tout cas, merci Mourad. Merci à toute Merci l'équipe à de vous. Radio Sud. Sofiane, peut-être un mot. Merci à toi aussi, Félix. Merci à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. C'est Merci. pas sincère, je sens pas la sincérité. Merci à Mario Morisi pour tout. Merci à Kamel Akar qui nous a permis d'organiser cet événement. Merci à Ivan Borbola Sanchez depuis Lyon qui s'occupe un peu de la technique, voilà, qui gère de loin mais qui est là. Et merci à vous, le public, merci aux auditeurs de Radio Sud Besançon. Tout ce qu'on a dit, ça sera à retrouver sur le SoundCloud. Merci à tous, à bientôt.